Notre perception visuelle est très importante. Nous avons 5 sens, mais plus d'un tiers de notre cerveau est consacré à la vision. Dès le réveil, les yeux et le cerveau s'acharnent à rendre cohérent le flux incessant d'informations visuelles. En ce moment même, votre cerveau travaille d'arrache-pied pour convertir les images projetées sur votre écran en objets significatifs. Notre perception du monde reflétait une image fiable de la réalité. Nous allons vous montrer d'une part que la vue peut être considérée comme fiable, mais que d'un autre côté, tout ce que nous voyons n'est pas une réalité, mais juste une illusion. Nous irons plus loin en vous démontrant comment nos 5 sens peuvent nous mener à des conclusions totalement fausses. On va vous parler du rôle du cerveau et de la vision du monde, et de la capacité du cerveau à ne pas toujours transformer les images en une réalité cohérente. Il ne suffit pas toujours de voir pour le croire. La perception permet de désigner ou de saisir quelque chose présent dans notre environnement à travers nos 5 sens, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. La réalité est assimilée par certains à un tableau, une illusion, qui nous informe que notre corps nous trompe. D'autres la lient à l'ensemble des expériences que nous avons vécues. La réalité est ainsi l'ensemble des phénomènes considérés comme existants. Alors, comment l'œil perçoit-il cette réalité ? La vue est un sens majeur auquel l'homme accorde une grande importance. En effet, il nous permet de distinguer les formes, les couleurs, les textures, les mouvements et tout ce qui forme notre entourage. Ces capacités cognitives nous sont procurées par un appareil visuel, l'œil et des zones précises du cerveau. Considéré comme un système optique, l'œil a une forme sphérique logée dans l'orbite. Il est directement lié au cerveau et est constitué d'une vingtaine d'organes vivants. Il est essentiellement composé de la cornée, séparée de l'iris par une humeur aqueuse, de la pupille, du cristallin, de la rétine ainsi que des paupières. Intéressons-nous à la rétine. Il s'agit d'une fine membrane transparente qui tapisse le fond de l'œil et qui reçoit la lumière et produit un message nerveux. Si l'on observe en coupe radiale, on verra des fibres nerveuses ainsi que des neurones ganglionnaires qui sont des cellules dont les fibres nerveuses forment le nerf optique, des neurones bipolaires qui relient les photorécepteurs aux neurones ganglionnaires et enfin les photorécepteurs qui contiennent des pigments rétiniens, soit des protéines de photorécepteurs absorbant certaines longueurs d'onde de la lumière visible. Un photorécepteur est une cellule nerveuse. On distingue 2 types de cellules photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes. La vue est la perception humaine des objets, de notre entourage et de notre vie quotidienne. La vision est un système complexe, rendu tout d'abord possible grâce à la lumière. Ainsi, nous pouvons voir tous les objets car ils émettent de la lumière. La lumière pénètre l'œil en traversant des milieux transparents. Une fois focalisée sur la rétine grâce au cristallin, la lumière atteint les cônes et les bâtonnets. Lorsque la substance photosensible absorbe l'énergie lumineuse, elle se décompose et entraîne une chaîne de réactions chimiques par stimulus lumineux, soit message sensitif. Ces réactions chimiques sont à l'origine d'un signal électrique nerveux qui est transmis aux cellules bipolaires. Ces cellules regroupent les messages nerveux générés par différents photorécepteurs et les transmettent aux cellules ganglionnaires dont les longs prolongements fibreux forment le nerf optique. Le cerveau se charge à partir de là de transformer ce message. La vision du monde dépend donc de la rétine et des propriétés des photorécepteurs. La rétine se caractérise par la rétine centrale, soit la région contenant plus précisément la macula, qui est riche en photorécepteurs de type cône. Les cônes sont des cellules qui sont peu sensibles à la lumière, mais qui distinguent bien les couleurs, ce qui permet d'obtenir la meilleure précision de vision, la vision des formes, des couleurs et la vision diurne, soit la vision du jour. On retrouve aussi la rétine périphérique, soit une région chargée de détecter les informations dans la totalité du champ de vision, les mouvements. Elle est riche en photorécepteurs de type bâtonnet. Ces cellules sont sensibles même à la plus faible des intensités lumineuses. Ainsi, cette zone est essentiellement dédiée à la vision nocturne. On retrouve finalement le point aveugle. C'est là que les fibres des neurones ganglionnaires se rejoignent pour former le nerf optique.
Que devient le message nerveux élaboré au niveau de la rétine? Quelles voies sont empruntées par le message sensoriel pour rejoindre le cerveau? Quelles zones du cerveau sont impliquées dans la perception des images? Dans le cerveau, on distingue 4 lobes. On s'intéressera au lobe occipital qui englobe l'aire V1, soit une aire cérébrale placée à l'arrière du crâne. C'est dans cette zone que parviennent les informations visuelles captées par les yeux. Elle distribue et échange ensuite des informations avec plusieurs autres zones du cerveau impliquées dans le processus de vision. Les messages nerveux sont alors distribués dans différentes aires du cerveau qui traitent séparément, en parallèle, les différentes composantes de l'image, les couleurs, les mouvements, les formes, etc. Le reste des aires visuelles, autres que V1, sont V2, V3, V4 et V5. On s'intéresse essentiellement à l'aire V4. L'aire V4 est le cœur du système qui traite la couleur. La couleur est perçue lorsque les cellules sensibles, présentes dans les colonnes de l'aire V1, envoient des signaux vers l'aire spécialisée V4. L'information visuelle est donc traitée au niveau du cortex visuel. Les aires qui les forment communiquent entre elles par le biais de messages nerveux qui se transmettent à travers les neurones et les nerfs par des réactions chimiques. Plusieurs scientifiques assurent qu'on interprète ce qu'on voit selon notre vécu. Par ailleurs, les aires qui se retrouvent dans la partie inférieure de notre cortex visuel permettent une reconnaissance des objets en lien avec la mémoire. La vue est donc une représentation des objets qui nous entourent selon le rapport véridique qui est établi par les yeux, le cerveau, mais aussi notre vécu. Cela prouve donc la fiabilité de notre vue. La perception et la vision sont liées à deux idées qui expliquent comment on perçoit la réalité qui nous entoure. Certains scientifiques disent que nos 5 sens permettent une représentation véridique et cohérente du monde. D'autres disent que c'est notre esprit qui organise ce que l'on voit au lieu de ce qui existe vraiment. Cela remet donc en question la fiabilité de la vue. Aujourd'hui, on va vous montrer comment votre vue peut facilement être dupée et comment elle peut vous jouer des tours. Et les illusions en sont le meilleur exemple. Les illusions optiques démontrent la distinction entre la réalité et la manière dont notre cerveau interprète cette dernière. Nous pensons toujours avoir une représentation véridique et cohérente du monde. Cependant, les illusions sont partout. Si voir n'est pas vraiment croire, alors comment cela affecte l'une des choses les plus imposantes de notre vie quotidienne, les couleurs. Regardez le point noir au centre de l'image. Durant les secondes qui suivent, il n'y a plus que lui qui compte. Concentrez-vous sur lui sans en détourner le regard. C'est promis, vous aurez du mal à en croire vos yeux. L'image va changer, mais gardez les yeux fixés sur le point, quoi qu'il arrive. Prêt ? Voyez-vous des couleurs ? Bougez les yeux. L'image passe-t-elle soudain en noir et blanc ? C'est parce qu'elle est en noir et blanc. Toutes les couleurs que vous venez de voir sont le produit de votre imagination. Restez avec nous, vous allez comprendre. Voyons ce qui arrive quand on répète l'expérience sur des volontaires. Aujourd'hui, on va vous montrer une vidéo. Le but est de fixer le point au centre de l'image et de ne pas en détourner le regard quoi qu'il arrive. Allez-y. Bon, qu'avez-vous vu ? Au début, c'était une image avec des couleurs un peu bizarres. Ensuite, le point au centre a disparu et j'ai vu l'image naturelle. Ensuite, j'ai bougé un peu les yeux et c'est devenu en noir et blanc. Quand le point s'est enlevé, on a pu regarder l'image avec ses couleurs normales, si on peut dire ça, comme ça. Et petit à petit, la couleur, elle a commencé à partir. Donc on a pu voir la photo en noir et blanc. Pourquoi pensez-vous que vous avez perçu ce changement de couleur ? Je pense que c'est l'œil qui s'est habitué à ça. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer ça. D'accord, donc vous pensez que l'œil s'est habitué aux couleurs ? Peut-être c'est causé par la mémoire visuelle un peu. On appelle ça aussi l'accommodation de l'œil, je pense. Peut-être pas, mais je pense. Et ça, c'est quand l'œil s'habitue aux nuances qu'on a vues au début, les couleurs négatives. Et après, je pense qu'avec les couleurs négatives superposées sur les couleurs des noirs et blancs, Oui. ça a donné ce résultat-là.
D'accord, donc vous pensez que l'image, elle est en noir et blanc, mais que vous avez perçu des couleurs. Oui. Et vous pensez que l'image, elle est en couleur, mais que parce que l'œil s'est fatigué en quelque sorte, vous percevez le noir et blanc, c'est ça? Et si je vous disais que cette image est réellement en noir et blanc? Est-ce que... Bluffant. Ok. Qu'est-ce que la couleur? La couleur est la qualité de lumière que renvoie un objet et qui permet à l'œil de le distinguer des autres objets, indépendamment de sa forme et de sa nature. La couleur, c'est une partie intégrante de notre quotidien, très souvent une évidence. Les couleurs sont partout, tous les jours. Alors comment arrivons-nous à voir des couleurs qui n'existent même pas? Ne sont-elles qu'une illusion? Comment le cerveau peint-il cette photo noir et blanc en couleur alors qu'il n'y en a aucune? Si on regarde les mêmes couleurs pendant longtemps, les cônes responsables de ces couleurs se lassent et ne répondent plus aussi efficacement. À force de fixer cette photo, les cônes responsables du rouge-orange se fatiguent. Lorsque la photo passe en noir et blanc, ils ne peuvent plus jouer leur rôle et c'est ceux des couleurs complémentaires qui prennent le dessus. Bleu-orange étant complémentaire, lorsque l'orange disparaît, le cerveau ajoute momentanément du bleu à cette photo en noir et blanc. Résultat, une impression vive de couleur, même lorsqu'il n'y en a pas vraiment. Dans le dernier exemple, les yeux et le cerveau se court-circuités. Ce n'est pourtant pas la seule situation où l'interaction des yeux et du cerveau nous donne des résultats assez bizarres. Jouons encore un peu. Observez ces points. Remarquez-vous quelque chose de curieux? Probablement pas. Ce ne sont que des points évoluant au sein d'un cercle. Maintenant, fixez la croix au centre. Ne la quittez pas des yeux. Un point vert vient-il apparaître se déplaçant dans le cercle? Un point vert apparaît faisant le tour de tout le cercle. Vous vous attendez sûrement à ce que l'on vous révèle que ce point n'est pas vraiment vert. Sauf que c'est un peu plus étrange que ça. En effet, le point vert n'existe pas. Tout est dans votre tête. Alors, comment se fait-il que notre cerveau voit aussi sûrement une chose qui n'est pas réellement là? Comme tous les points sont magenta, les cellules responsables de ces couleurs, les cônes bleus et rouges, s'épuisent. Quand le point disparaît, elles n'arrivent pas à contrer la couleur complémentaire, d'où ce point vert pointé. Alors même qu'il nous paraît que la couleur est une propriété fondamentale des objets du quotidien, ce n'est pourtant que le fruit de votre propre imagination. Notre cerveau est certes efficace, mais tout ce qui est déduit du monde n'est pas toujours correct. Vous avez des doutes? Regardez bien cela. Le cerveau a tendance à modifier le contraste d'une image afin de faciliter notre compréhension du monde qui nous entoure. Pour cela, nous nous appuierons sur un type d'illusion particulier qui met en évidence l'interprétation des contrastes par le cerveau. On s'appuiera sur une illusion en particulier, l'illusion de l'échiquier d'Adelson. Il s'agit ici d'un échiquier basique, dont une partie est sous l'ombre d'un plot. La case B paraît alors plus claire que la case A, pourtant elles sont complètement identiques. Comment le cerveau n'arrive-t-il pas à identifier la même couleur? Et pourquoi interprète-t-il des contrastes différents? L'illusion d'Adelson est une illusion de contraste. La luminosité, les couleurs et les ombres ont une influence sur l'interprétation des contrastes par le cerveau, qui a toujours tendance à accentuer certaines couleurs. C'est ainsi qu'une tache claire paraîtra encore plus claire dans un environnement sombre, et vice-versa. C'est le principe de cette illusion. L'échiquier d'Adelson possède 3 facteurs qui sont à l'origine de cette illusion. On a d'abord le contraste. Notre cerveau modifie constamment la couleur des objets en fonction de ce qui les entoure. Donc si un objet est entouré d'un objet foncé, il va paraître plus clair, et vice-versa. C'est le même principe dans l'échiquier d'Adelson. La case A étant entourée d'autres cases plus claires, elle paraît plus foncée. Le cerveau assombrit la case A et clarifie la case B. On a aussi le facteur de l'ombre qui rentre en jeu. La zone d'ombre, survenue grâce à la présence du plot, n'atteint que la case B. Se disant qu'elle doit être plus claire dans la lumière du jour, le cerveau va donc lui attribuer une clarté supérieure. Le dernier facteur fait appel au vécu. En effet, le choix de l'échiquier n'est pas laissé au hasard. Dans l'ordre logique du damier, la case B appartient à la suite des cases claires et la zone A appartient à la suite des cases foncées. Le cerveau va renforcer le contraste entre les deux de manière à respecter cette succession de cases claires et foncées pour que l'image que nous percevons soit plus logique. Quels sont les autres outils de perception visuelle utilisés par le cerveau pour rendre notre monde cohérent? L'un de nos mécanismes fondamentaux est notre capacité à percevoir le mouvement. Notre monde est littéralement toujours en mouvement et cette capacité est cruciale pour notre survie. Aujourd'hui,
vous verrez que votre perception du mouvement peut être utilisée contre vous. Nous vivons dans un monde rempli d'images assez complexes. Regardez bien cela. Vous semble-t-il que cette image est en mouvement? Les roues identiques perçues dans l'image nommée serpent tournant semblent s'enrouler sur elles-mêmes. Cependant, lorsqu'on en fixe une en particulier, celle-ci se fige, alors que le reste de l'image est en mouvement. Comment se fait-il? Cette répétition engendre l'activation de détecteurs de mouvement situés dans notre cortex visuel. C'est à cause de cela qu'on perçoit un mouvement même s'il n'y en a pas. Si on perçoit un mouvement dans cette photo, ça serait à cause de l'agencement de couleurs et variation de luminosité. Nos cellules photoréceptrices mettent du temps avant de décoder l'image. Elles se consacrent tout d'abord à la luminosité, puis s'attaquent à la couleur. Nos cellules sont donc épuisées par la complexité de la photo et le cerveau interprète la luminosité en tant que signal de mouvement. Néanmoins, il n'est pas toujours nécessaire d'être confronté à des illusions d'optique pour être dupé. Parfois, on est même incapable de voir quelque chose qui se trouve juste sous nos yeux. Cela est dû à la limite du champ visuel. Le champ visuel correspond à ce que perçoit l'œil lorsqu'il est fixe et regarde devant lui, étant capable d'être attentif à ce qui nous entoure. Qu'est-ce que l'attention? L'attention, processus cognitif, filtre les informations présentes dans notre champ visuel d'après nos propres motivations et intentions. Et c'est votre attention qui est sollicitée durant ce tour de cartes. Regardez bien cette expérience. Voici un tour de magie. Regardez ces 6 cartes et choisissez-en une au hasard. Répétez le nom de votre carte quelques fois dans votre tête pour être sûr de ne pas l'oublier. Maintenant, une carte est enlevée de la série. Est-ce bien celle que vous avez choisie? Ce qui semble très étonnant a une explication bien simple. Regardez encore une fois. Vous vous souvenez de votre carte? Certains d'entre vous étaient tellement concentrés à la mémoriser qu'ils n'ont pas remarqué qu'on avait changé toutes les cartes. Et c'est là que vous vous êtes fait avoir. En attirant votre attention sur une carte en particulier, vous avez été confronté à un phénomène appelé l'attention sélective. Il s'agit d'un mécanisme qui hiérarchise l'importance des stimulations en fonction de vos buts. Il y a donc une inhibition des stimulations considérées comme non nécessaires. En réalité, durant cette expérience, vous avez été victime de cécité au changement. C'est la tendance des gens à ne pas être attentifs à tout ce qui se passe dans leur champ de vision immédiat. Alors que la plupart des gens pensent tout voir et être attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux, la réalité est qu'il y a beaucoup trop d'informations pour que le cerveau puisse tout analyser et tout remarquer. Les illusionnistes utilisent le cerveau et les idées des gens pour mettre le monde sans dessus-dessous. Il s'agit d'attirer leur attention sur un autre endroit. Maintenant, faites bien attention à cette scène-là. J'ai un paquet de cartes. Je vais le mélanger. Prends n'importe quelle carte. Regarde-la bien, monte-la à la caméra, je peux la voir aussi, il n'y a pas de problème. C'est 9 de pique, vous allez remonter votre carte, il y a le 9 de pique qui est ici. Ben, le 9 de pique, vous allez dire stop où vous voulez. Stop. Stop. Ici, ben, faites rentrer le 9 de pique dans le paquet. Je vais le mettre là. Donc le 9 de pique, il est dans le paquet. Je vais mélanger le paquet. Le 9 de pique, il est là. Tu peux aller prendre le 9 de pique du paquet, cherche le 9 de pique. Où tu l'aimes, ne tourne pas les cartes, juste prends le paquet, cherche le 9 de pique. Il n'y a pas. Lorsqu'on fixe quelque chose comme les cartes, nos yeux cessent de balayer l'espace qui nous entoure. Notre faisceau attentionnel se réduit. En attirant l'attention des spectateurs sur le jeu de cartes, il peut de l'autre côté mettre le 9 de pique dans sa poche sans que personne ne s'en aperçoive. Simple, non? Mais pourtant, vous n'avez rien vu. En effet, plus le faisceau attentionnel est réduit, plus le cerveau aperçoit l'objet sur lequel il se concentre avec précision. En d'autres termes, plus le cadrage est serré, plus l'image est nette. Mais le magicien savait sur quoi vous fixeriez votre attention et il en a profité, réalisant ainsi son tour de passe-passe aux yeux de tous sans que personne ne s'en rende compte. L'une des majeures raisons pour lesquelles vous pouvez échouer à remarquer des choses qui se passent devant vos yeux est un phénomène appelé
la cécité d'inattention. Ce phénomène est le fait d'échouer à remarquer un stimulus pourtant parfaitement visible. Notre vision périphérique est tellement floue que nous avons une chance sur deux de nous tromper. Mais dans quelle mesure pouvons-nous avoir confiance en ce que nous voyons si tout ce qui se trouve en dehors du champ visuel est flou? Lorsqu'on regarde notre montre, on en capte en réalité beaucoup moins que ce que l'on pense. En effet, on ne peut être attentif et concentré que sur une seule chose qu'on traite parmi une foule de détails. Notre cerveau a une capacité de 12 volts, soit moins d'une ampoule d'un réfrigérateur. Pour compenser sa faible énergie, le cerveau est câblé par une multitude de raccourcis afin d'optimiser son énergie. C'est ce qui explique que parfois, un bon nombre d'événements et d'informations nous passent sous les yeux sans s'en rendre compte. En règle générale, nos 5 sens fonctionnent ensemble afin de nous permettre d'appréhender le monde qui nous entoure. La vue peut-elle être influencée par les autres sens? D'après vous, les balles se sont croisées ou rebondies l'une sur l'autre? Voici ce que nos volontaires ont répondu à une petite différence près. Très bien. Aujourd'hui, on va vous demander de visionner une vidéo. Vous allez chacun mettre le casque en face de vous et nous dire ce que vous voyez. Vous allez nous dire si vous pensez que les balles rebondissent l'une sur l'autre et continuent leur chemin ou bien si elles se traversent. C'est bon? Veuillez mettre vos casques respectifs. C'est parti. Concentrez-vous sur les balles blanches, vous les voyez? Certains affirment que les balles se sont croisées. Traversées. Elles traversent. Et elles partent. Elles se traversent, elles ne rebondissent pas l'une sur l'autre. J'ai vu qu'ils se traversent. Alors que d'autres assurent qu'elles ont rebondi l'une sur l'autre. Elles rebondissent. Rebondissent sur elles-mêmes. Qu'elles rebondissent. Rebondissent sur elles. Comment toutes ces personnes peuvent-elles regarder la même chose mais voir des choses complètement différentes? Voyons ce qui se passe si on intervertit les casques. Pourquoi ont-ils subitement changé d'avis? Elles ont rebondi. Elles ont traversé. Rebondit. Vous pensez qu'elles rebondissent. Et vous? Elles traversent. Vous pensez qu'elles traversent. Oui. Regardez. L'ajout d'un effet sonore a-t-il modifié votre opinion? Les personnes avec le casque noir entendent ce que vous avez entendu la première fois. Rien. Cependant, celles avec le casque blanc entendent ce que vous venez d'entendre. Le son modifie notre perception du mouvement. Pour voir comment le son affecte notre perception, regardez de nouveau cette expérience avec et sans le son. À chaque instant de notre vie, notre cerveau interprète toutes les informations qui lui sont renvoyées par nos différents sens. Nos attentes vis-à-vis du goût et de la saveur de quelque chose sont tout d'abord définies par nos yeux. La science moderne indique qu'on mange ce qu'on voit. En effet, changer la couleur d'un aliment permet de changer son goût. Il y a de plus en plus de controverses par rapport au fait que les colorants alimentaires peuvent avoir un impact sur nous. Nous avons voulu savoir comment la couleur peut influencer sur l'expérience de la dégustation. On juge et on mange tout d'abord grâce à nos yeux. Il y a donc un lien étroit entre le goût et la couleur, donc la vue. La couleur d'une boisson peut influencer sur son goût. Mythe ou science? On a alors décidé de faire une expérience qui va nous permettre de répondre à cette question en démontrant comment notre cerveau lie et associe ce que l'on voit à ce que l'on goûte. Pour cela, nous avons préparé un certain nombre de boissons uniques pour nos volontaires, tels que leur goût ne correspond pas à leur couleur apparente. En mettant en conflit ces deux sens, nous espérons démontrer la relation qui les unit. D'abord, un jus de pêche a été coloré avec un colorant violet. Ensuite, un jus de pomme coloré en vert, un jus de menthe coloré en rouge et un jus d'ananas coloré en orangé. Cette expérience est extrêmement simple, mais les résultats en sont fascinants. Le fait que les volontaires identifient constamment les jus selon leur couleur est extrêmement intriguant. Pensez-vous qu'il y a un lien entre la vue et le goût? Pas tellement. Oui. Non. Oui. Très bien. Pouvez-vous soulever le verre devant vous? Donc voilà, c'est un jus de couleur violette, sanguine plutôt. Maintenant, je vais vous demander chacun de goûter à votre tour. On l'a pas. On l'a pas. Bon, alors? C'est de la poire. Raisin. Cerise. Raisin. Très bien. Maintenant, passez au verre suivant. À toi l'honneur, goûte. Allez-y. Raisin. De la menthe. Oui. Pardon? Pomme. Très bien. Ouais. Le verre suivant.
Fraise. Allez-y. Fraise. 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 Cerise. Orange. Orange. Et la mangue. Mangue. C'est ça, la mangue. C'est de l'eau. Très bien. Donc, vous avez pensé que c'était de la poire, du raisin. Poire. En fait, c'est du jus de pêche. D'accord. Rouge. C'est du jus de pomme. Le suivant, vous avez tous pensé que c'était de la fraise, je pense. Non, c'est de la mangue. Et le dernier, vous avez dit De l'eau. de l'eau. Moi j'avais dit de la mangue. Et vous Moi j'ai dit des oranges, mais c'était pas des vrais oranges. Donc le jus. Le jus, oui, industriel. Et vous Orange. C'est en fait du jus d'ananas. Merci. C'est tout. On découvre alors que lorsqu'il s'agit du goût, notre cerveau repose sur ce qu'il pense être le plus évident. Dans ce cas, le fait d'attribuer la saveur d'orange à un jus de couleur orangée alors qu'il s'agit d'un simple jus d'ananas démontre que ce que l'on pense percevoir avec un seul sens est en réalité l'interaction entre plusieurs sens. Hypothèse confirmée, la couleur d'une boisson affecte comment on perçoit son goût. On goûte alors tant par nos yeux que nos bouches. Nous constatons donc que nos 5 sens sont bel et bien reliés entre eux et que notre vue peut si bien influencer qu'être influencée par les autres sens. En effet, ces derniers nous connectent au monde extérieur et sont à l'origine d'une toile multisensorielle qui peut être interprétée en des millions de versions. Nos sens peuvent donc tant nous lier au monde extérieur que nous en éloigner. Ainsi, notre perception des objets reflète bel et bien une image fiable de la réalité grâce au processus de la vision. L'homme part toujours du principe que grâce à son vécu et son expérience, il arrive à distinguer les objets et façonner sa propre réalité. Cependant, cette réalité n'est pas toujours véridique. Nous nous faisons souvent duper par des illusions, que ce soit dans notre quotidien ou dans un domaine spécialisé comme la cinématographie. L'homme pense tout savoir, tout contrôler et prend souvent sa réalité pour acquise, ignorant que son propre cerveau peut lui jouer des tours. Le cerveau est donc le plus grand illusionniste de notre univers, et nous croyons à tous ces mensonges. Nos informations sensorielles ne sont que de simples signaux électrochimiques rassemblés, envoyés, triés et conditionnés. La réalité est donc entièrement façonnée à l'intérieur de notre tête. Notre perception n'est pas toujours fiable. Voir n'est donc pas toujours croire.